Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté. Et aujourd'hui, un format un petit peu différent. On va tourner uniquement autour de l'IA et pour cela, j'ai invité Nvidia. Alors pourquoi inviter Nvidia? À l'heure actuelle, Nvidia est le leader dans la distribution mondiale dans l'hardware autour de l'IA. Donc forcément, je pense que c'était quelque chose de très orienté qui valait vraiment la peine d'avoir leur avis là-dessus. Et pour ça, j'ai invité donc Stéphane de chez Nvidia qui d'habitude est plutôt autour de la GeForce. Et là, il sort un petit peu de ses sentiers battus et a bien voulu accepter l'invitation d'être sur le canapé avec moi aujourd'hui afin de vous parler d'IA. Donc, on va parler d'IA avec Stéphane. On va parler un petit peu de leur Omniverse, de leur dernière puce, donc la Blackwell. On va parler aussi de l'IA dans le futur des jeux vidéo, à quoi on peut s'attendre. On va pas trop perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor et c'est tout de suite. Vous aurez compris, la sponsor d'aujourd'hui va se faire autour de ce moniteur de chez ASRock. C'est pas forcément là où on les attendait et pourtant ils ont de super moniteurs. Je l'ai découvert aussi et surtout ce beau moniteur que vous pouvez voir à l'heure actuelle qui embarque quelques bonnes options dont une que je n'avais strictement jamais vue. Je suis fortement étonné que ça n'existe pas plus couramment ailleurs. Donc on va en parler bien évidemment. Mais avant tout, quel est ce moniteur? C'est le Phantom Gaming, le PG34WQ15R2B. Un petit nom à rallonge, vous allez voir qu'il est taillé vraiment pour le gaming. Alors déjà, quelques specs, c'est une dalle de 34 pouces, donc un WQ HD de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 millième de seconde de gris à gris. Alors déjà, il est vraiment taillé effectivement pour le gaming, mais il embarque aussi des technologies supplémentaires comme le VESA Display HDR 400 et aussi le FreeSync AMD Premium. Mais je vais surtout vous parler un petit peu maintenant aussi, en plus de cette option que je n'avais jamais vue ailleurs. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si vous avez vu ça. Regardez bien, on peut brancher directement la Wi-Fi de notre PC directement sur ce moniteur, sur le pied du moniteur. Et en plus, le spectre est très large, ça va de la Wi-Fi 4 à la Wi-Fi 7, donc en plus future-proof, mais c'est fini les petites antennes qu'on balade au-dessus des PC ou au-dessus des bureaux, ça dégage à chaque fois, ça se casse tout le temps la gueule, là c'est le pied et du coup on a une antenne beaucoup plus grosse et beaucoup plus performante, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu voir ça ailleurs auparavant, donc je le trouve vraiment très sympa, surtout cette option là que je mets vraiment en avant. Il est aussi bien garni au niveau des passages de câbles qui se font au niveau du pied. On a une gaine qui peut se refermer qui va englober donc les câbles de Wi-Fi par exemple, plus les câbles d'alimentation, les câbles HDR, enfin tous les câbles supplémentaires vont pouvoir passer sur cette gaine là, ce qui va offrir aussi un câble management plus fini. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour ce type de moniteur, vous retrouverez bien évidemment le lien en description et je vous dis maintenant à tout de suite. Bonjour à tout le monde, merci Pax de l'invitation. Avec grand plaisir, c'est surtout, moi je me suis dit on va parler d'IA, quel est l'un des meilleurs acteurs en ce moment d'hardware, je suis une chaîne d'hardware pour faire de l'IA, c'était pas trop dur en fait l'exécution, c'était forcément Nvidia, donc c'est pour moi qui te remercie parce qu'on va sortir quand même un petit peu des sentiers parce qu'on répète qu'à l'origine t'es plus autour de la GeForce, même dans ta communication bien évidemment, et que là on va pas du tout parler aujourd'hui de carte graphique, de GeForce, de DLSS, de technologies associées, nous allons vraiment parler donc autour de l'IA, donc déjà merci de sortir un petit peu de ces sentiers là pour les besoins de cette émission. J'ai voulu créer cette émission bien évidemment parce que je sais qu'auprès de vous, de beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, l'IA est quelque chose de relativement intéressant aussi. Et on va aussi aborder donc le côté hardware, structurel, architectural bien évidemment, mais aussi un petit peu d'IA à part entière, les IA de chez Nvidia,
comment ça fonctionne. On va essayer de synthétiser, bien évidemment. Ça va être un format on va faire en sorte qu'il soit pas trop long. On va pas essayer de perdre pas mal de personnes au passage. Le but du jeu, c'est que ce soit effectivement bien synthétisé. Comment vas-tu, Stéphane? Ça va super bien. Ça va? Ça va très C'est bon, bien, tu t'es oui. pas endormi avec mon speech, ça va aller? Non, du tout. Juste un petit point, je pense qu'il faut aussi comprendre que tout ce qu'on fait en IA chez Nvidia, c'est pas simplement destiné aux professionnels et à toute ce qu'on appelle enterprise. GeForce fait partie de toute la stratégie IA et ça permet justement au grand public de profiter des avancées de l'IA autour de son usage particulier avec les GeForce. Donc c'est un sujet aussi intéressant. Et là d'ailleurs, je suis en train d'utiliser une application qui s'appelle Nvidia Broadcast pour faire cette vidéo. Et Nvidia Broadcast, en fait, utilise de l'intelligence artificielle et les GeForce pour effectivement faire le fond vert, pour fluidifier ma voix, c'est-à-dire enlever les bruits extérieurs. Et donc ça, c'est des premiers usages de l'utilisation de l'IA dans le grand public. Ça, c'est une sortie à l'époque de 2000, ouais. D'accord, donc ça a quelques années. Voilà, directement, dès qu'on a activé des tensor core, donc des unités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle dans les GeForce, vous avez toutes les suites applicatives qui vont avec. D'accord, donc c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Beaucoup de personnes doivent déjà connaître effectivement donc Broadcast. Ça va détourer automatiquement la personne pour changer le fond derrière. Donc c'est un fond vert alors qu'il n'y a pas de fond vert. Et effectivement, il y a aussi ça la nettoie l'audio, voilà. Exactement. Ça nettoie l'audio s'il y a des bruits extérieurs. Il y a les aussi tests étaient bluffants à l'époque. Ouais, Eye Contact, donc ça c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour tous les meetings vidéo et c'est vraiment un des usages principaux de l'IA aujourd'hui dans le grand public, c'est effectivement d'utiliser ce type de solution pour améliorer les vidéos. Donc avant, on va mettre un petit peu les points sur les i et on va juste résumer un petit peu depuis sa création comment Nvidia s'est retrouvé aujourd'hui être leader dans le marché hardware pour l'IA. Donc la création de l'entreprise en 1993 par un jeune ingénieur taïano-américain, Jensen Huang, donc un jeune ingénieur en électricité. Il a aujourd'hui 60 ans et il est toujours le PDG de la société Nvidia. Nvidia a commencé au début en proposant donc des puces pour cartes graphiques qui étaient vraiment dédiées aux jeux vidéo à l'époque et quelques années après ils se sont même adaptés en allant jusqu'à l'imagerie médicale. Mais sur la période du Covid, donc assez récemment, il y a eu quand même pas mal de changements et dont certains tournant, par exemple dans les besoins du stockage sur le cloud, mais aussi la crypto-monnaie, car nous savons aujourd'hui que les puces et l'architecture propre d'une carte graphique permettaient de miner beaucoup plus rapidement. On parle vraiment de calculs assez complexes. Et là, depuis peu, en 2022, l'entreprise propose donc la puce A100, 9 fois plus rapide et conçue pour l'intelligence artificielle. Et quelques mois plus tard, ChatGPT est apparu comme par miracle. Donc j'ai quand même voulu résumer l'historique jusqu'à aujourd'hui et on s'aperçoit que finalement dans cet historique-là, l'IA est relativement assez récent en fait, Stéphane. Alors pour reprendre un petit peu l'historique, il y a eu quelques dates clés en fait. Tu l'as évoqué, de 93, on va dire, à 2008, qui a été effectivement le moment où en fait on avait des accélérateurs graphiques. Donc les GPU sont arrivés en 99 avec la première GeForce, mais jusqu'en 2008, les accélérateurs graphiques étaient ce qu'on appelle des accélérateurs fixes, c'est-à-dire que les fonctions graphiques accélérées étaient vraiment des fonctions qui étaient figées en fait dans le hardware et elles n'étaient pas programmables. En 2008, on a sorti donc la GeForce 8800, qui est la G80 en fait, qui est le premier GPU programmable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des fonctions figées dans le GPU, on pouvait vraiment programmer les effets. C'est ce qu'on a appelé dans le graphique les pixels et les vertex shaders. Et donc cette puce, la 8800, c'est un peu un point d'entrée dans une autre génération, c'est-à-dire que le GPU, à partir de là, on a pu l'utiliser comme un processeur entre guillemets classique, puisque c'est un processeur massivement parallèle, puisqu'on a des milliers de cœurs de calcul, des petits cœurs de calcul parallèles. Et donc on a commencé à lui faire programmer, ça a permis de faire de la programmation du GPU. Et donc au lieu de lui faire calculer des pixels exclusivement, on a pu faire calculer d'autres types d'algorithmes et notamment des données. D'accord. Un exemple de type de données? Alors justement, peut être effectivement des recherches en astronomie, de ce type de calcul-là, des calculs vraiment, et plus du tout l'arrivée de pixels. Et donc à partir de cette génération 8800, donc on est 2008, 2009, 2010, on commence à avoir
des accélérateurs NVIDIA qu'on avait appelé à l'époque les Tesla, qui étaient des accélérateurs pour mettre dans les data centers pour accélérer donc les calculs scientifiques, hein, puisque à ce moment-là les GPU étaient vraiment aussi adaptés avec leur architecture parallèle à du calcul scientifique. 2012 est aussi une date vraiment très très importante, puisque c'est la première date où en fait un jeune étudiant au Canada a mis au point, donc il y avait un concours qui s'appelait à l'époque AlexNet, qui était un concours qui voulait faire de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance faciale, et notamment c'était une demande grandissante des réseaux sociaux pour ce qu'on appelle l'auto-tagging, c'est-à-dire quand vous faisiez une photo, il fallait qu'on vous reconnaisse, et donc il y avait un grand concours à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale du fait de comment aller de plus en plus vite pour reconnaître les personnes sur les réseaux sociaux. Et donc ce concours AlexNet, ce jeune étudiant a utilisé à l'époque sa GeForce 580, qui était une variante, 2012, pour accélérer justement, trouver une méthode. Et cette méthode, ça a été la méthode de deep learning. Et donc à l'époque, ça a été fait sur les d'accord, donc les cœurs de calcul généralistes qu'on avait sur nos GPU. Et donc c'est à partir de 2012 qu'on commence à travailler sur l'intelligence, 2011-2012 qu'on commence à travailler sur l'intelligence artificielle. Je te coupe juste un instant parce que tu as employé un mot qui s'appelle le deep learning. Oui. Et qu'est-ce que le deep learning? C'est donc une méthode d'apprentissage qui permet à partir d'un large volume de données de créer effectivement un algorithme d'intelligence artificielle qui va apprendre à partir de ces données pour trouver des schémas répétitifs et ainsi de suite. Okay. Voilà, on a donc le deep learning qui a été vraiment la fondation. Alors comment par exemple sur AlexNet, imaginons qu'il faille reconnaître un chat, donc on lui a mis des milliers d'images de chat, et à chaque fois on lui disait oui, non, ça c'est un chat, puis petit à petit il a affiné son apprentissage, et c'est ce qu'on appelle vraiment le deep learning, l'apprentissage profond, et c'est ce qui génère en fait l'IA. Donc en intelligence artificielle il y a deux phases. Il y a la phase d'apprentissage, qui est la phase où on va créer l'IA à partir d'un large volume de données, et là il y a la phase qu'on appelle d'inférence, qui est la phase d'exécution de l'IA, et ces deux approches nécessitent du hardware un peu différent, même si il y a des liens qui sont créés sur les unités de calcul. Donc en 2012, AlexNet, ça a été vraiment le premier contact avec l'intelligence artificielle, et c'est vraiment là où on a commencé à voir les modes de fonctionnement d'apprentissage et les modes de fonctionnement d'inférence qu'on retrouve aujourd'hui en 2024. Donc il y a eu un historique en 2012. À l'époque, si j'ai bien compris, on était sur des core CUDA et pas sur des tensor core. L'architecture ne le permettant pas à l'époque, et en fait on se rend compte quand même que donc en 2022, avec votre H100, tout a explosé quand même en termes d'IA, parce que c'était une puce qui était littéralement, on pourrait dire, dédiée. D'ailleurs, est-ce que la H100 a servi à autre chose que faire de l'IA? Alors en fait, il y a une deuxième date avant le H100 qui est 2017. L'architecture Volta. Alors pour le grand public, Volta, il n'y a jamais eu de produit Volta à base d'architecture Volta. Donc Volta, c'est la première génération de GPU chez nous qui a des tensor core. Et c'est l'apparition en fait de ce qu'on appelle des modèles transformers, donc des modèles d'intelligence artificielle type ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les modèles transformers. Donc c'est des modèles d'intelligence qui s'adaptent au contexte dans lequel on va faire une demande, par exemple. Jusqu'à présent, les intelligences avant 2017, 2018, avant ChatGPT qui est sorti en 2022, les modèles d'intelligence étaient vraiment des modèles un peu entre guillemets basiques, c'est-à-dire ils imaginaient le mot suivant. ChatGPT, par rapport au contexte, par exemple, de votre question, quand vous lui posez une question spécifique, il va essayer de comprendre le contexte et donner une réponse dans le contexte. Un truc assez simple à comprendre pour ça, quand aujourd'hui vous utilisez votre téléphone et que vous tapez des mots, souvent sur les messages, il va vous proposer un message, un mot qui va venir après, qui est souvent le mot le plus utilisé. Donc c'est plutôt cette approche-là. Un modèle transformer, lui, va s'adapter à la question globale, c'est-à-dire si vous parlez de ski, il va comprendre que ça se passe dans un environnement de ski, donc il va comprendre le contexte de la question. Donc ça, c'est la grande révolution qui est arrivée avec ChatGPT, les modèles transformers, qui sont des modèles qui ont été théorisés en 2017. Et en 2017, on a eu donc l'architecture Volta, qui est la première architecture chez NVIDIA à introduire les tensor core.
Et c'est à partir de 2017 que, en fait, NVIDIA a fourni à des entreprises comme OpenAI des data centers, des DGX à l'époque, qui étaient des premiers DGX avec donc des cartes Volta dedans pour entraîner des modèles transformers comme celui de ChatGPT, où chez nous on a notre propre transformer qui s'appelle Nemo. Donc il y a plein de modèles de transformers. On peut citer en France aussi un transformer assez célèbre qui s'appelle Mistral. Et donc après, à partir de 2017, Volta, et donc 2022 arrive ChatGPT, et entre-temps évidemment on a continué à travailler. Voilà, on a continué à travailler sur des accélérateurs avec des Tensor Core encore plus évolués, avec le H100, la génération Hopper. Nous allons en parler, donc effectivement, donc là, l'information, elle est bonne. Il y a quand même une corrélation, qui a quand même beaucoup de travail qui ont été fait auparavant. Et lorsque vous êtes sorti votre H100, d'ailleurs, c'est pour ça que l'architecture de l'H100 a été faite, c'est parce qu'il y a eu du travail auparavant pour pouvoir orienter son architecture. On sait quand même que juste après, ChatGPT est sorti, et on sait très bien que depuis que ChatGPT est sorti, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de nouvelles IA. Je pense que de toute façon, on va parler aussi de chiffres très brièvement encore dans le cours de la présentation de la société, parce que vous allez voir que justement, depuis la création d'IA, et on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin mondial, et on se rend compte que la société aussi était propulsée par rapport à ce besoin, et on va en reparler, on en avait déjà parlé avec Stéphane. Aujourd'hui, NVIDIA a créé ses propres commandes finalement, parce qu'en créant des outils pour des utilisateurs en IA, du coup, ils créent leur propre prise de commande. Ce qui propulse aujourd'hui NVIDIA sur les meilleures entreprises du Nasdaq, 176% de plus par rapport à janvier. Donc c'est une ascension fulgurante. La capitalisation boursière 25 fois supérieure à son chiffre d'affaires et 8 fois par rapport à Intel. On rappelle que Intel, historiquement, sont là depuis largement avant, peut-être même 40 ans avant d'ailleurs, ce n'est pas rien. Donc là, vous êtes passé avec une capitalisation 8 fois supérieure à NVIDIA. Donc on peut juste dire, c'est qu'effectivement, s'il y a autant d'investissements, donc on parle d'investissements boursiers, c'est-à-dire que les gens achètent des actions, bien évidemment, c'est que les résultats, donc là on propose, je crois que sur ce premier trimestre, il y a eu déjà des chiffres, des bénéfices qui ont été explosifs aussi par rapport à des prévisions, donc ça fonctionne bien, l'entreprise est très prospère à ce niveau-là, c'est même plus que ça d'ailleurs, donc on s'aperçoit que quand même, depuis aussi cette puce évoquée la Blackwell, on s'aperçoit qu'aujourd'hui tout le monde croit à NVIDIA, tout le monde investit auprès d'NVIDIA, une ascension fulgurante. Le marché généralement se trompe quand même relativement très peu. Ça veut dire que clairement aujourd'hui on achète vos produits et on croit donc à cet investissement. Donc les promesses d'NVIDIA autour de cette puce, c'est 30 fois plus d'inférence. Alors déjà, encore une fois, donc je vais demander à Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que c'est que l'inférence? Comme je le disais tout à l'heure, on a il y a deux phases dans l'IA. Il y a la phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'on a énormément de données sur lesquelles on voudrait par exemple créer, on parle beaucoup en ce moment des IA de génération vidéo, donc on va entraîner des IA avec énormément de vidéos pour qu'elles puissent effectivement après générer. Donc il y a la partie entraînement où des puces comme Blackwell et Hopper ont été créées, et l'inférence, c'est l'exécution, c'est-à-dire, pour prendre un exemple très concret aujourd'hui qu'on connaît bien en tant que joueur, NVIDIA entraîne le DLSS sur on va dire sur des Hopper et pas encore des Blackwell, mais des Hopper ou des Ampere, et on entraîne le DLSS dans nos data centers, et après que l'IA DLSS soit fondée, créée, et on va l'exécuter sur une machine type GeForce RTX, puisqu'elle a des Tensor Core, et c'est ça l'inférence, c'est l'exécution en local. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'exécution. Aujourd'hui, quand on fait une requête ChatGPT, par exemple, on va exécuter l'IA ChatGPT. Dans la requête ChatGPT, on va l'exécuter sur un serveur aussi, qui va avoir un accélérateur IA à ce moment-là qui va exécuter l'IA ChatGPT, mais on peut aussi exécuter en local des inférences, et notamment quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'on a récemment introduit un outil qui s'appelle ChatRTX, qui est un outil que tout le monde peut télécharger s'il a une RTX et exécuter donc les LLM, donc les OpenAI, les ChatGPT, les Mistral, ceux de Google, directement en local. Et l'inférence, c'est le fait d'exécuter une intelligence artificielle. Ok,
Donc, merci pour les explications. Donc, la promesse de Nvidia sur cette nouvelle puce, c'est pas rien du tout, c'est 30 fois plus d'inférence. Et aussi 5 fois plus rapide en entraînement d'IA. Justement, tu puisses nous parler de votre Omniverse, où justement vous entraînez aussi des IA pour aussi, des fois aussi le jeu vidéo, mais pas que, mais aussi pour des robots. C'est quelque chose qui va être très intéressant. Mais la promesse, c'est donc 5 fois plus rapide. On va parler quand même d'architecture et d'hardware pur, parce que s'il y a beaucoup de personnes à qui ça peut intéresser, dont moi-même d'ailleurs, aujourd'hui, cette puce est toujours gravée en 4 nanomètres. La particularité de cette puce, bien entendu, avec cette nouvelle architecture, on a donc ces deux puces qui sont soudées l'une avec l'autre, et ils ont toutes les deux, donc c'est contrôlé par une puce contrôleur, la puce donc Grace. Voilà, en fait, donc ils sont reliés, ce qu'on appelle avec une technologie qui s'appelle NVLink Chip On to va en Chip. parler justement, ouais. Tout à fait. Voilà, qui nous permet de relier les deux cœurs, on va dire, et donc ça fait donc la puce Blackwell GB200. Et parce qu'en fait Blackwell est une plateforme au-delà d'être un GPU, c'est une architecture GPU, mais pour les data centers, c'est une plateforme qui correspond avec deux puces, donc quatre chips, donc elles sont reliées les unes. Alors, on en met deux. Et après, on a un CPU, donc le CPU voilà, qui s'appelle Grace, qui est un CPU tout ARM. à fait. Alors, donc ce CPU-là est pour donc contrôler la base de 2, donc qui comporte, alors attention, c'est pas un petit processeur, on parle de 72 corps. Donc on parle quand même donc d'une double puce de 100 milliards chacune, contrôlée donc par une autre puce, parce qu'il faut un contrôleur de 72 corps, donc c'est pour vous dire que c'est quand même un gros level. Le tout donc est posé sur des racks, c'est-à-dire que dans ces racks-là, vous pouvez donc le composer en plus de 2 parties individuelles. Donc c'est-à-dire que sur un rack, vous allez avoir en gros 4 puces. Donc on est en train de parler donc sur un seul rack, on est à 400 milliards, plus de 400 milliards de transistors. Et il faut savoir que ces racks, vous pouvez les empiler par 18. Et c'est pas fini. Tu peux en plus les multiplier encore par 8 dans des pods, c'est ça? Tu peux peut-être nous parler un petit peu plus des pods, s'il te plaît, Stéphane? Alors, du coup, c'est ce qu'on appelle chez NVIDIA les NVL72. Donc, effectivement, on peut mettre un certain nombre de racks. Donc, encore une fois, hein, c'est des data centers, c'est des racks de data centers. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est dans le grand public. Hein. C'est vraiment destiné à l'entraînement. Et donc, on empile comme ça les cartes Blackwell. Et donc, la beauté de la technologie, c'est que tous les GPU, c'est-à-dire qu'à la fin, on a 576 GPU dans un LVL68 et ces pods-là, on peut les dupliquer aussi. C'est ça. C'est-à-dire que le GPU qui est tout en haut à gauche au fond là-bas, il peut communiquer comme si avec le dernier GPU qui est à l'autre bout, à la même vitesse que n'importe quel GPU. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un GPU unique, massif. Et c'est ça la grande force de l'architecture Blackwell. C'est pas simplement d'avoir un GPU avec de la mémoire, c'est que derrière, on a des technologies qu'on appelle NVLink, NVSwitch. Et donc, cette technologie d'interconnexion permet en fait au chip de se voir comme une seule unité. Et donc, ça, c'est la grande force de l'architecture Blackwell pour l'entraînement, puisque là on parle de possibilité d'entraîner des réseaux qui ont des téras et des téras, voire des pétaflops, et avec des tailles de mémoire qui sont monstrueuses. Donc là, il n'y a pas que la puissance de calcul, il y a l'interconnexion aussi qui est là. Et l'interconnexion, c'est aussi la clé pour l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, on est vraiment dans l'entraînement des données. Et il y a tellement de données à mettre en mémoire, entre guillemets, pour les entraîner, que c'est très massif. Donc nous raisonnons juste pour tous ceux qui sont en train de découvrir cette architecture, ce n'est pas rien. Comme je vous dis, c'est effrayant, bien entendu, parce qu'on va reparler donc du nombre de transistors. Une puce, c'est 100 milliards de transistors. Elles sont doublées, 200. Par rack, il y en a 4. Ça fait déjà 400 milliards de transistors. Donc multiplié par 18, donc ça vous donne déjà le volume de transistors. Ensuite, on peut le mettre donc sur un pod x8. Imaginez un petit peu le monstre. Effectivement, on va parler aussi de consommation, parce qu'il faut quand même parler de consommation. Mais je sais qu'en ce moment, Nvidia donc lance un data center, plus de 32 000 GPU. Une petite question, pourquoi Nvidia lance lui-même son propre data center de 32 000 GPU? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, beaucoup pensent que Nvidia fait que du hardware, et en fait, la principale chose que fait Nvidia, c'est vraiment la partie software. Et aujourd'hui, on l'a bien compris, comme tu l'as dit au début de cet entretien, c'est qu'effectivement, on voit des intelligences artificielles sortir toutes les semaines. Et du coup, nous, on a nos propres intelligences artificielles qu'on entraîne, donc c'est NVIDIA AI Foundation, qui sont aussi proposées à tous nos partenaires. Alors, on a plein de partenaires qui nous demandent des IA, des IA pour la génération
d'images. Par exemple, il y a Getty Images, et chez Adobe, vous avez effectivement aussi une IA qui va générer des pixels et générer des photos. Ça vient dans des entraînements que NVIDIA propose, NVIDIA Picasso, NVIDIA Nemo, NVIDIA Ace, NVIDIA DLSS. Donc tous ces entraînements que NVIDIA peut faire. Donc nous-mêmes, nous avons notre propre IA que nous déployons à travers nos partenaires et à travers des solutions de plus en plus intéressantes. Vous allez beaucoup entendre parler de plus en plus dans ce qu'on appelle NVIDIA NIM. Donc c'est NVIDIA NIM, c'est les NVIDIA Inference Microservices, c'est-à-dire que ce sont des IA que vous pouvez directement utiliser, packager directement dans vos logiciels. Donc en fait, NVIDIA propose aujourd'hui tout un package d'IA entraînée. Il faut bien comprendre que toutes les entreprises du monde qui ont beaucoup de données, donc qui souhaiteraient utiliser toutes ces données qu'elles ont pour en faire des intelligences artificielles et après pour peut-être les proposer à leurs clients, ont besoin d'avoir des capacités d'entraînement, ont besoin d'avoir effectivement ces IA qui sont créées. Et pour les créer, il faut les entraîner. Donc c'est aussi quelque chose que NVIDIA propose. Alors pour terminer sur l'hardware, Stéphane, il y a aussi donc toute cette nouvelle architecture donc, que vous avez fait à travers cette nouvelle puce, la Blackwell. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler du Transformer Engine, le fait de passer de 32 bits à 8 bits, ce qui nous confère donc un gain. On passe j'ai noté les chiffres, de 2000 à 3500 teraflops, donc sur le modèle FP4, et on passe maintenant à 40 pétaflops, ce qui nous donne un fois 2000 en 8 ans. Sur le modèle PF4. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les IA Transformers, voilà, les Transformers, mais c'est lié au nom des IA Transformers qui ont été théorisés en 2016. Il y a beaucoup de papiers sur les IA Transformers et j'invite vraiment les gens qui nous regardent à un peu creuser sur Internet. Donc les IA Transformers, c'est les IA qui fonctionnent comme ChatGPT. C'est les IA un peu plus qui prennent en charge le contexte. Du coup, en fait, d'un point de vue hardware, on a donc ces Transformer Engine, ces moteurs de transformation qu'on pourrait résumer rapidement pour dire ce sont la partie Tensor Core. Et pourquoi en fait ces IA utilisent des formats de calcul un peu plus simples que le 32 bits qu'on connaissait dans la 3D, voire même le 64 bits pour la grande précision, c'est que l'IA est assez peu gourmande de précision de calcul aussi, étant donc que ça peut se paraître. Et donc c'est pour ça que nous avons entraîné. Il faut comprendre que les Q d'accord, c'est des cœurs 32 bits. Donc quand on fait de l'IA sur les Q d'accord, on va utiliser beaucoup d'énergie pour un rendement qui est très inférieur pour l'intelligence artificielle, avec une précision de calcul qui est inutile. Et donc c'est pour ça que les Transformer Engine, ou les Tensor Core entre guillemets, puisqu'il y a d'autres choses dans les Transformer Engine, si vous voulez aller en détail, il y a plein de technologies associées, mais c'est le nom global de ces unités de calcul destinées à l'IA. En fait, elles ont commencé par faire du FP16, du Bfloat 16, du FP8, et là justement la grande nouveauté, c'est l'introduction du floating point 4 bits qui donne un niveau de précision qui est particulièrement apprécié dans des recherches. Voilà, parce qu'il faut comprendre que plus la précision est basse, moins ça consomme d'énergie et moins ça consomme de transistors en termes de taille sur le die. On peut en mettre beaucoup plus, et c'est ce qui permet effectivement d'avoir toutes ces puissances de calcul entièrement dédiées à l'IA. Après, faire de la 3D avec ces unités-là, ça n'a aucun sens, on aura plein de défauts, ça n'a pas de sens. Donc c'est la force de NVIDIA, c'est de faire des architectures qui ont des cœurs de calcul accélérés pour des types de calculs particuliers. NVIDIA a toujours fait de hardware accéléré en fait. On ne fait pas du hardware généraliste, on fait du hardware accéléré. Et donc les Transformer Engine, c'est le nom de ces cœurs de calcul qui permettent de faire exclusivement de l'IA. Alors juste pour quand même un petit peu résumer, à l'époque on était sur des bases qui étaient donc 32 jusqu'à 64 bits et on s'assurait effectivement, on va dire au niveau des entraînements d'IA, de la véracité du résultat donc de la question par exemple. Et on s'est aperçu que donc en descendant jusqu'à en arriver jusqu'à 8 ou même 4 bits comme on le dit, ils se sont assurés qu'en fait qu'il y ait quelque chose qui a été assez flagrant, c'est que finalement le taux de réussite des réponses est resté quasiment le même. Et là où c'est très important, c'est que du coup, comme dit Stéphane, plus de place parce qu'on utilise beaucoup moins de bits, donc on peut faire plus de calculs en même temps. Donc ça a été aussi forcément très important. Est-ce qu'on pourrait, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'hardware, effectivement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu maintenant de l'Omniverse qui tourne aujourd'hui sur OVX?
Alors, Omniverse, donc c'est quelque chose qui est assez récent entre guillemets, puisque ça vient aussi du moment, c'est un peu lié effectivement au confinement, c'est qu'à un moment qu'on a été tous confinés, on s'est dit, bah tiens, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble? Et donc, quand je dis travailler ensemble, c'est pas juste faire des vidéos, c'est également faire du montage vidéo, faire de la 3D ensemble, faire utiliser tous les logiciels qu'on utilise au quotidien dans un groupe. Quand on se voit, on peut avoir un même serveur et tout ça. Donc au fait, Omniverse, c'est un outil qui nous permet en fait d'aller faire travailler tous les artistes, quelle que soit l'utilisation qu'ils font. Alors les artistes, les designers, quel que soit le logiciel, de travailler ensemble sur le même projet. Et ça dans un cloud quelque part, dans une machine. Et pour faire ça, il a fallu développer donc avec le reste de l'industrie un format de fichier qu'on appelle l'USD pour Universal de tête. Voilà, c'est un format de fichier universel qui permet d'échanger, d'avoir des formats de fichiers qui vont être la même chose pour un logiciel qui va faire par exemple de la modélisation 3D, de la texturing 2D et ainsi de suite. Donc ça nous permet en fait dans un monde virtuel d'avoir tous les artistes qui peuvent travailler en même temps sur le même projet. Et donc Omniverse Cloud, c'est vraiment cette approche-là. C'est un software qui est disponible même, je le précise pour les gens s'il y a une version gratuite pour les utilisateurs de GeForce RTX, de travailler avec tous les autres artistes avec qui leurs collègues, et donc de se retrouver au même endroit pour développer le même projet. Donc ça, c'est Omniverse, c'est une API. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une salle d'entraînement finalement pour IA? Alors, alors après, donc voilà, on peut l'utiliser de façon différente, c'est-à-dire que les IA, elles ont besoin de s'entraîner. Et notamment, il y a eu un projet qui venait de la robotique, parce qu'il y a donc une division chez NVIDIA robotique. Il y a eu le projet Isaac. Isaac, c'est la partie d'entraînement pour les robots, et on s'est dit plutôt qu'essayer d'entraîner les robots de façon physique, c'est-à-dire imaginons un bras articulé qu'on veut créer, et on veut créer une IA qui va par exemple récupérer des objets et toucher et tout ça, une main, au lieu d'entraîner cette main de façon physique, c'est-à-dire de la créer, de faire des itérations pour lui dire non, c'est comme ça et ainsi de suite, on a décidé de modéliser cette main, de lui donner les paramètres physiques, et NVIDIA fait donc ce qu'on appelle un digital twin, donc un jumeau numérique qu'on va mettre dans cet univers Omniverse, et on va du coup commencer à l'entraîner comme un jeu vidéo, en fait, de s'entraîner petit à petit. Mais la beauté du truc, c'est qu'on peut le faire, on peut le dupliquer une fois, deux fois, des itérations, des milliers de robots, et en même temps l'IA s'entraîne dans un monde virtuel. Et à partir de là, à partir de cet entraînement-là, on a déjà à la sortie une IA qui est presque valide dans le monde physique, et ça, donc on l'a fait pour la robotique, on le fait aussi pour la division automobile de NVIDIA, NVIDIA Drive, qui permet effectivement d'entraîner les voitures dans un monde virtuel qu'on appelle. Et en fait, Omniverse, c'est les fondations de ce qu'on appelle le digital twin, le jumeau numérique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, c'est-à-dire que tous les projets industriels, avant d'être créés, ont un jumeau numérique dans lequel on va voir si tout va bien, si les robots se déplacent au bon endroit, si dans l'usine tout se déplace parfaitement, et ainsi de suite. Pendant que Stéphane vous parle, je vous montre en même temps donc des images. Donc on voit effectivement ces robots s'entraîner sur de l'équilibre, sur de la saisie, aussi donc pour du stockage par exemple, dans des usines par exemple. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait c'est hyper malin, parce que ne serait-ce qu'en termes de développement, par exemple pour entraîner un robot, physiquement, il faut le produire, il faut le régler, il y a énormément de paramètres, ça a des coûts financiers matériellement. Le fait déjà de tout paramétrer, de tout régler et de vérifier que tout fonctionne bien dans cet Omniverse-là, finalement c'est un gain de temps automatique et aussi une grosse économie. C'est-à-dire que généralement, une fois que le projet est bouclé, que ce robot est censé bien fonctionner, au moment de la production, il aura quand même beaucoup plus de fiabilité dès le début et beaucoup moins de réglages par la suite afin qu'il fonctionne. Dans la robotique, c'est pareil, c'est qu'on est en train de créer en fait les outils et les IA
d'intelligence qui vont être après mises à disposition d'entreprises qui vont, elles, construire des robots, les affiner, aller dans des marchés. Mais le noyau de IA, de développement, de comment on va entraîner le robot, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on a d'ailleurs appelé le projet Groot, qui est le projet en fait d'avoir ce qu'on appelle une IA fondatrice pour la robotique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si je prends l'analogie avec les choses qu'on connaît un peu plus, le DLSS est une IA fondatrice pour la génération neuronale de pixels pour le jeu vidéo, par exemple. Donc du coup, après le DLSS, il est utilisé par les développeurs de jeux. Donc pareil, un peu, donc le projet Groot, c'est aussi une fondation pour un peu de IA pour effectivement après pouvoir se déployer auprès d'autres robots. Et c'est là que c'est important de bien comprendre ce que c'est. C'est vraiment le robot, c'est un peu l'âme de NVIDIA, on va dire, puisqu'on est à l'intersection du graphique, du computer graphique, c'est-à-dire de l'imagerie 3D qu'on connaît, de la physique, puisqu'il va évoluer dans un monde physique. Et NVIDIA Physics dans le jeu vidéo, c'est vraiment aussi très important pour nous, et on a développé on a fait beaucoup de travail dans le monde de la simulation physique. Hein. Le ray tracing, c'est une simulation physique de la lumière, et l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que, on va dire, dans le projet Groot, on a vraiment l'âme de NVIDIA, tous les travaux qu'on fait à travers l'image 3D, la physique et effectivement l'intelligence artificielle. On a vu des exemples visuels, je vous les montre en même temps que vous parlez. Donc là, à l'heure actuelle, tu nous dis que vous allez tout mettre entre les mains pour d'autres industriels pour pouvoir, en gros, eux-mêmes construire leurs robots par rapport aux besoins en face. On rappelle juste que NVIDIA ne fabrique pas. NVIDIA, donc... c'est quasiment que de l'intellectualité, parce que même les cartes graphiques, quand vous allez gamer, faut savoir que les puces ne sont pas gravées par eux, sont gravées par TSMC, donc ça va être dans la même continuité finalement. Et donc là, pour revenir à la robotique, un sujet assez fascinant aussi, c'est qu'en fait, donc, le projet Groot, il fait partie de la plateforme qu'on appelle NVIDIA ISAC, et à travers de ça, après, il y a le hardware pour les robots, parce qu'on ne va pas mettre entre guillemets des GeForce sur les robots pour faire tourner leurs IA. Donc ça s'appelle Jetson Tor, la plateforme, qui est la plateforme hardware qui va être intégrée dans les robots, qui vont faire exécuter en inférence les IA qui ont été entraînées auparavant dans Omniverse. Nous allons continuer sur les IA, donc il y a beaucoup d'IA aujourd'hui. Il y a beaucoup d'IA qui sont développées par NVIDIA, ce qu'on appelle les modèles Foundation, donc Foundation Model, et qui sont disponibles directement en ligne. Donc on va trouver la possibilité effectivement de faire tourner les AI de nos partenaires, comme Stability AI, SDXL Turbo par exemple, ou Gemma de Google, Meta, il y a Llama 2, on a Stable Video aussi, Diffusion de Stability AI, donc on a énormément d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Et puis de notre côté, chez NVIDIA, on a NVIDIA Nemo, NVIDIA Picasso, de nos propres IA. Même l'Omniverse est une IA en soi aussi. Alors, il y a effectivement dans Omniverse des IA, mais Omniverse c'est un ensemble, c'est une plateforme de développement pour tout ça. Et ce que je veux dire là, c'est qu'aujourd'hui, vous nous regardez, vous avez juste à aller sur build.nvidia.com explore/discover et vous avez tous les modèles qui sont disponibles que vous pouvez utiliser et directement essayer pour voir toutes les IA qui se développent. Et donc on met les IA disponibles aussi, celles qui sont libres de droit à disposition. Donc il y a des IA aussi qui sont pour la météo, pour les prédictions météo, puisque un des plus gros projets de NVIDIA, c'est de faire un jumeau numérique de la Terre qu'on appelle Earth-2 en interne, justement, qui va utiliser notre supercalculateur pour faire en fait une simulation IA physique de la météo au niveau planétaire. Et donc comme ça permet aux chercheurs de voir en fonction des problèmes de déforestation quel est l'impact, de faire des simulations à long terme, donc voilà, de vérifier un certain nombre de choses. Donc on a toutes ces IA qui sont disponibles aujourd'hui en ligne, et c'est ce qu'on appelle les IA fondatrices, et c'est vraiment un des gros travaux que fait NVIDIA en ce
ce moment, c'est effectivement de permettre d'entraîner pour ceux qui ont les données leurs intelligences artificielles, de les mettre à disposition si celles-ci sont libres de droit. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, la puissance de l'architecture Hopper et des data centers Hopper et dans le futur Blackwell permet en fait d'entraîner des IA de plus en plus efficaces et de plus en plus précises sur la génération. Sora, c'est effectivement quelque chose qui peut créer des vidéos à partir d'un texte, mais NVIDIA a aussi très récemment un papier de recherche qui s'appelle Late 3D, qui permet de générer des objets 3D à partir d'un texte, donc quelque chose qui est assez intéressant aussi dans le domaine du jeu ou de la création d'univers. Donc on va aussi vers ces technologies-là, c'est-à-dire de génération non plus simplement d'un pixel, mais de génération de vidéo, génération de 3D. C'est des choses qui sont effectivement à l'ordre du jour en termes de développement. Alors, ce qui est aussi fou, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, les possibilités, donc je résume un petit peu ce que tu nous as dit, c'est que finalement, il va y avoir un modèle de la Terre pour pouvoir faire des prédictions, parce que toujours c'est des prédictions, de l'entraînement bien évidemment, sur la météorologie, mais ça pourra se faire sur énormément d'autres choses. On se rend compte que pourquoi justement il y a eu autant d'investissements boursiers, c'est parce que justement, aujourd'hui, NVIDIA crée leur propre marché. C'est-à-dire qu'en proposant des puces aussi grosses, des structures de l'hardware qui est clairement créé par l'IA, finalement l'IA n'a pas de limite. Ça va être vraiment suivant le besoin de l'utilisateur. Il va pouvoir donc créer vraiment des besoins spécifiques, c'est-à-dire il va créer son IA spécifiquement pour pouvoir résoudre un autre problème bien spécifique. Et ça, c'est complètement dingue. Et on s'aperçoit que du coup, on va parler peut-être un peu plus mondial, le monde est capable de changer et va changer sur les prochaines années grâce ou pas à l'IA, mais en tout cas, il y aura une grande partie de responsabilité là-dessus. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est une réalité. On s'en aperçoit donc vraiment auprès des chiffres de chez NVIDIA. Le monde va changer. L'IA aujourd'hui est quelque chose que beaucoup de gens sont encore donc dans le frein, que beaucoup de gens sont encore un peu même dans le déni, peut-être finalement, beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas, mais malheureusement, on va être en plein dedans, de plus en plus dedans, et il va y avoir de l'assistance en quasiment tout par IA, même votre micro-ondes va pouvoir regarder votre tarte, la forme de la tarte, de la peser et de faire en sorte d'avoir la meilleure cuisson. Et ça va être vraiment dans tous les domaines, dans la conduite bien évidemment, dans la caméra, dans l'imagerie. Aujourd'hui, l'IA va être partout. On a parlé bien entendu de robotique, c'est peut-être la partie qui fait un peu plus peur à certains. Je peux tout à fait le comprendre. On a tous vu suffisamment de films futuristes où ça se passe un peu mal, surtout pour Sarah Connor, bien évidemment. Sarah Connor. Mais bon, on n'en est quand même pas là. Mais évidemment, même dans notre quotidien, donc dans le monde réel, il y aura de plus en plus aussi de robots ou de choses robotisées qui seront contrôlées par IA. Qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est clairement lié au futur aujourd'hui. J'ai fait une petite expérience tout à l'heure. J'ai été sur Internet, j'ai été sur ChatGPT, Stéphane, et je lui ai posé une question. Alors, je vais juste chercher l'ordinateur. Tu t'attendais pas à avoir une interview de ChatGPT, avoue-le, quand même, hein? Tu vois, c'est quand même intéressant. Ne pas oublier qu'elle pose les questions par rapport à ce à quoi il a été entraîné. Bien évidemment, mais j'ai trouvé ça plutôt assez rigolo, on peut le dire en tout cas, de poser donc ces questions à ChatGPT, et parce que je me dis, effectivement, tu as raison, c'est entraîné, mais mine de rien, c'est censé être justement des réponses qui ont été faites avec donc des processeurs de chez vous, et de surcroît, j'ai trouvé ça donc un peu rigolo de mettre ça en avant, surtout que tu verras que là où je veux en venir sur sa dernière question, je la trouve très intéressante. Le calcul neuromorphique est donc considéré comme très prometteur pour le développement futur des technologies d'information, car il ouvre des voies ou des ordinateurs qui pourraient traiter l'information de manière beaucoup plus naturelle et efficace, notamment pour des applications nécessitant la reconnaissance de patterns, d'apprentissage automatique et de capacité de prise de décision. Et là, j'ai fait waouh, ok, et je lui ai dit, dis-moi, penses-tu que NVIDIA est capable de cela ? On verra bien. Qu'est-ce que pense ? Donc il me dit, oui, NVIDIA semble tout à fait capable de continuer à innover dans ce domaine de l'intelligence artificielle et de calcul à haute performance. Les ressources de NVIDIA à investir
dans le développement de GPU spécialistes, ainsi que dans les technologies d'IA, de deep learning, indiquant non seulement sa position de leader actuel, mais aussi sa capacité de façonner l'avenir technologique. Alors, je vous passe, mais elle continue effectivement là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'en fait, c'est pas là où moi j'allais en venir. J'allais parler d'hardware, donc l'hardware actuel, on allait parler un petit peu de futur, évidemment, mais c'est vrai qu'en soi, le calcul donc neuromorphique, ce serait clairement le futur, bien évidemment. Qu'en penses-tu? J'en pense pas grand-chose en toute honnêteté, puisqu'on n'a rien pensé dans ce domaine-là. J'imagine que Là, c'est vraiment de la prospective. C'est de la prospective et tout ça. Juste un point, c'est effectivement dans ce que tu as dit sur ce que te répondait ChatGPT, il y avait le calcul massivement parallèle. Oui, nous sommes une société qui faisons du calcul massivement parallèle. Alors, est-ce que ça doit se rapprocher du cerveau humain ou quelque chose comme ça? Alors là, j'ai pas les compétences ni les réponses aujourd'hui à t'apporter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans les années, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse à apporter à cette approche-là. Alors moi, je vais quand même terminer aussi là-dessus. C'est la vie de l'atelier, bien évidemment, je n'engage pas du tout Nvidia là-dessus, mais ça me paraît être totalement probable que, évidemment, dans combien d'années, 15, 25 ans ou dans 50 ans, mais qu'à un moment ou un autre, ce sera vraiment le type d'architecture qui fonctionnera peut-être même le mieux finalement. Donc ça peut faire peur, Stéphane. Il faut quand même avouer que ça peut aussi faire peur. Il faut aussi avouer que du coup, on peut comprendre certaines personnes qui sont un petit peu dans la réserve, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va très très vite. Depuis ChatGPT en novembre 2022, des nouvelles IA toutes les semaines, voire même tous les jours, des perspectives qu'on sait qui sera aussi forcément un peu orientée aussi dans l'armement, forcément, dans la surveillance des gens, forcément. C'est des choses, il faut aussi reconnaître que des gens peuvent avoir peur de ça, mais il va aussi avoir donc l'aide au quotidien. Il va falloir que les gens aussi comprennent que finalement, c'est un choix logique de l'évolution humaine. On l'a inventé, on en a inventé plusieurs, on en inventera toujours et on aura toujours des besoins nouveaux, bien évidemment. Il faut savoir que ça peut aussi résoudre énormément de problèmes, par exemple au niveau pharmaceutique, la création de molécules, de nouvelles molécules pour voir si elles s'écroulent, si elles tiennent. Ça, c'est très important. L'IA pourrait aller dans ce domaine beaucoup plus vite, dans la création aussi de nouvelles matières. Donc des matières, par exemple, qui pourraient aller dans l'espace, qui pourraient tenir des températures incroyables, par exemple, pour alléger des vaisseaux, des fusées lorsqu'elles rentrent au niveau de leur bouclier thermique, beaucoup plus léger. Donc du coup, si c'est plus léger, moins de consommation pour aller dans l'espace. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas le choix et ça sera quand même une grosse aide. Il vaut mieux, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette émission en compagnie de Stéphane, c'est d'essayer de comprendre depuis le début quelles sont les orientations, quels sont les outils, comment aussi fonctionne cette hardware-là, afin de bien comprendre effectivement pour tout le monde que il y a eu un commencement, ça n'a pas popé d'un coup, effectivement on l'a vu popper d'un coup, surtout avec ChatGPT, mais comme l'a dit Stéphane, ça a commencé déjà en 2012 sur une GTX 580, je crois que tu disais toi d'ailleurs, donc ça a commencé comme ça avec une évolution toute douce, sauf que là maintenant on le voit et ça va très vite. Et puis il y a un point qui est important sur ce que tu viens de dire, c'est que souvent c'est quelque chose qu'on comprend pas et donc nous ce qu'on essaye de faire chez Nvidia maintenant tous les mercredis on essaye de communiquer sur comment fonctionne l'IA avec une série qui s'appelle IA Décodé. Donc si vous connaissez pas, allez voir aussi le blog de Je mettrai Nvidia, un lien tous en les description. mercredis il y a un sujet. Ouais, donc ça c'est super intéressant. Par exemple, là, la semaine dernière, on a développé toute la partie comment on va travailler sur les NPC. Donc ça c'est un sujet plus effectivement IA au quotidien. Comment dans les futurs jeux vidéo, je vais pouvoir discuter avec des NPC qui sont en fait des IA entraînés spécifiquement pour le jeu. Donc ça c'est un sujet qui permet de comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc tous les mercredis, on a ce blog IA décodé. Et puis il y a, si vous voulez vraiment essayer de vous amuser avec de l'IA et de comprendre, il y a ChatRTX, comme j'ai évoqué à un moment dans l'entretien, qui est vraiment un meilleur outil. C'est-à-dire qu'on va prendre un LLM, on va le faire tourner en local sur votre machine, mais vous allez pouvoir le faire tourner avec vos données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une question, comme tu viens de faire à ChatGPT, en fait, là, tu as envoyé une requête sur un serveur, mais si tu avais eu ChatRTX, tu aurais pu faire cette requête sur ton PC en local.
tu pouvais orienter ces données-là avec tes données à toi. C'est-à-dire que tu peux réentraîner ou affiner le LLM, donc avec tes informations à toi, c'est-à-dire toutes les vidéos de Bax, tu aurais pu dire bah tiens, réponds-moi en fonction de ça. Et donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue usage concret de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'avoir des réponses qui sont associées à nos données personnelles sans avoir à devoir les envoyer sur une intelligence sur laquelle elle n'a pas été entraînée. Donc il y a plein de cas d'usage au niveau local aujourd'hui, ça explose de tous les côtés. Et pour faire la jonction, effectivement, les GeForce RTX, elles ont ces Transformer Engine, entre guillemets, première génération, qui sont les Tensor Core, qui vont exécuter les IA en local. On va terminer sur autre chose aujourd'hui, c'est l'IA dans le jeu vidéo. Donc vous voyez, on va quand même parler un petit peu de jeux vidéo finalement. Donc on a vu des extraits que déjà Nvidia, d'ailleurs je vous montre pendant que je vous parle, où Nvidia travaille donc sur les bots, où on peut régler les émotions des bots, comment vous voulez qu'ils vous répondent ou quoi que ce soit. Donc c'est Nvidia Ace. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça s'il te plaît? Et quelle est ta vision aujourd'hui en tout cas sur le jeu et l'IA dans le jeu dans les prochains mois? Alors, il y a quelque chose que je pense qu'en tant que joueur, vous avez tous connu, c'est-à-dire quand on se balade dans un open world et qu'on rencontre pour la 10e fois le même personnage qui va répondre la même chose parce qu'on a une sélection de petits trucs, et bah voilà, ça va être au bout d'un moment, bah, je sais qu'il y a des gens au bout de 200 heures, 300 heures de jeu, ils pètent un câble. Donc, normal. D'autant plus que d'un point de vue graphique, maintenant, c'est magnifique et vraiment l'immersion, elle est totalement cassée avec ce genre de réponse. Donc, une des approches, c'est effectivement de fournir des NPC qui sont alimentés par des intelligences artificielles. Alors encore une fois, c'est pas les intelligences artificielles qui alimentent ça, elles sont contenues par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'il va être entraîné par rapport à une histoire, par rapport à son passé, par rapport au domaine du jeu. On va pas aller poser des questions un peu stupides. Il a un rôle. C'est complètement, il a un rôle, donc c'est ce qu'on appelle en fait des avatars, hein, des NPC avatars. Et donc tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de Nvidia NIM, des microservices. Donc Ace, c'est un microservice pour les développeurs de jeux vidéo. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous pour développer justement ces personnages. Donc là, récemment, Ubisoft a fait une démonstration aussi de ces personnages qui exploitent ces intelligences artificielles. Et donc ça donne un gameplay qui est totalement nouveau, une approche du jeu qui est totalement nouveau. Et nous, on a fait une démo qui s'appelle Covert Protocol, qui est une évolution du Ramen Shop, celle qu'on avait pu voir par le passé. Donc Covert Protocol qui a été présenté à la GDC, la Game Developer Conference, qui a eu lieu en même temps que la GTC aux États-Unis. Et donc Nvidia Ace, on a effectivement une IA qui est entraînée par rapport à un personnage. Donc et donc ça, c'est des entreprises autres qui travaillent en partenariat avec Nvidia, hein, qui le font, pardon. Et donc ça permet effectivement d'avoir dans le gameplay quelque chose complètement de beaucoup plus immersif, puisqu'on a l'impression d'avoir des réactions. Et il y a une très belle vidéo qui est sortie sur Covert Protocol, cette nouvelle démo. Et elle a été faite en partenariat avec un développeur IA qui s'appelle InWorld. C'est-à-dire que InWorld, lui, va créer les personnages à partir des moteurs que Nvidia a mis au point. Alors effectivement, ça change tout dans un jeu. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui devrait et qui va probablement sortir dans un jeu cette année ou au début de l'année prochaine. Et ça va vraiment donner une approche vraiment assez différente, d'autant plus qu'on n'est pas là avec le clavier et souris, hein, on est avec le casque et on discute avec tout à fait. Alors c'est là où c'est très intéressant, c'est que voilà, comme on stipulait tout à l'heure, rencontrer 50 fois le même bot qui a 50 fois la même réponse. Là, de rencontrer un bot, par exemple, si c'est un cow-boy, hein, vous rencontrez votre cow-boy, il aura un historique, il a eu des chevaux, enfin, on va lui donner tout un rôle, il ne s'échappera pas de ce rôle-là, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lui demander tellement la formule de racine carrée de je ne sais pas quoi, non, c'est pas son rôle, il va pouvoir donc répondre uniquement autour de son rôle. Et de là, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez par contre avoir une réelle discussion, lui poser une vraie discussion de son rôle dans le jeu et il vous répondra. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que si vous allez revenir 2 fois, 4 fois, 5 fois, vous risquez de jamais avoir vraiment la même réponse. Et ça, c'est plutôt très bien. L'insertion dans le jeu est différente. Et maintenant, ils interviennent dans le gameplay également, puisqu'en fonction de leur réponse, ils vont évoluer dans le gameplay. Ils ont une interaction avec les autres
NPC dans l'univers virtuel, ils ont une interaction avec les objets 3D. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie valeur, une vraie nouveauté dans le jeu vidéo avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le NPC qui va vraiment donner un coup de frais sur les pour aller plus loin. Donc là, pour ça, effectivement, les IA vont tourner en local et c'est un des sujets hyper intéressant à affiner dans les semaines qui viennent. Ok, bah écoute Stéphane, nous voilà à la fin de notre petite émission. Alex, tu vas voir bien monter, tu vas voir qu'il y a beaucoup de boulot. Pas de problème. Beaucoup de boulot? Comment ça, beaucoup de boulot? Mais non, t'inquiète pas Pax, tout va bien. Alors, j'en étais où dans mon montage? Ah oui, c'est vrai. En tout cas, merci effectivement toujours à Alex de continuer à monter ses vidéos. On ne les nomme jamais assez effectivement. Mais surtout à toi en tout cas Stéphane, merci d'être passé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je te le disais, je trouve que c'est intéressant pour la communauté aussi d'avoir l'avis directement de chez Nvidia. Aujourd'hui, Nvidia a clairement le monopole. Peut-être que ça va changer. Des fois, il est bon d'ailleurs que ça change, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez le monopole en hardware sur beaucoup de choses aussi qui sont associées. Donc, de recevoir Nvidia et de parler d'IA au sein de la chaîne, ça me paraissait d'être le plus pertinent possible. Donc, pour en soi, je te remercie d'avoir accepté cette émission-là et d'avoir accepté l'invitation. Effectivement. Merci à toi Pax. Alors je voulais on a juste survolé des sujets hyper pointus, donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner un peu en détail parce qu'effectivement il y a beaucoup d'informations autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comment ça fonctionne et effectivement on a des solutions à apporter, des explications à donner régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher sur internet, à bien approfondir les sujets de l'IA parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment passionnant. Comme on avait dit directement en début de vidéo, on a synthétisé au maximum, même en termes d'hardware d'ailleurs, on a synthétisé quand même l'hardware. Oui. Effectivement, c'est juste pour qu'il y ait une compréhension, pour la plus vaste en tout cas, auprès des gens, que ce soit simple et compréhensif pour le plus de personnes possible tout simplement. Donc effectivement, renseignez-vous aussi d'ailleurs sur ces nouvelles puces parce qu'elles sont juste incroyables, on s'en rend vraiment compte. Renseignez-vous aussi sur l'IA d'une manière plus générative, c'est certain aussi, plus vaste bien entendu, mais on a essayé de synthétiser ça au mieux pour faire un format pas trop long, pas trop court non plus, mais pas trop long, afin d'avoir effectivement une meilleure compréhension pour le plus de personnes possible, bien évidemment. Stéphane, je te remercie. Est-ce que tu veux clore par un dernier mot ? Merci pour l'invitation. Alors j'espère qu'on pourra le refaire avec plus de détails et puis ne jamais oublier que en fait l'AI pour ceux qui utilisent des jeux vidéo et des GeForce, c'est le DLSS qui fonctionne déjà depuis maintenant 2018 et c'est vraiment un des usages les plus passionnants dans le domaine de la 3D puisqu'on va générer c'est ça, de la prédiction. AI, je rappelle 90% des pixels peuvent être générés par intelligence artificielle avec le DLSS. Donc c'est vraiment un des usages les plus concrets qu'on a dans le grand public aujourd'hui sur l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu, avec l'arrivée bientôt des NPC AI. Donc merci à toi Pax pour l'invitation et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir ces sujets et de ne pas oublier qu'effectivement tous les mercredis on essaye de faire ce qu'on appelle AI décodé, justement pour décoder un peu tous ces nouveaux mots, ces nouveaux termes, ces nouvelles approches de l'intelligence artificielle, les implications que ça peut avoir dans la vie quotidienne et dans les usages qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment une nouvelle ère. Voilà, une nouvelle ère de l'informatique qui s'ouvre avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment super passionnant. Merci à toi Stéphane. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo qu'on fera. D'ailleurs, ce sera en mode atelier cette fois-ci sur une présentation de PC. Je vous dis maintenant à très vite, à plus tard. Merci à vous et salut Stéphane.